Bonjour, j'espère que vous portez bien ainsi que vos familles. J'espère également que vous continuez à respecter strictement ce confinement et qu'il faut sortir grand de ce confinement. J'espère encore que vous travaillez, que vous préparez vos examens dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on va parler de droit des écrouis. On va éteindre, entre guillemets, ce droit des écrouis. Ça sera le dernier cours pour ce droit des écrouis avant de passer à autre chose. Bon, comme vous le savez, le droit des écrouis, c'est un droit temporaire et s'éteindra un jour. S'éteindra un jour, étant donné que c'est un droit, c'est pas un droit éternel, c'est un droit temporaire fixé à 40 ans s'il y a une durée. La mort de l'usufruitier, toutes les causes qui sont mentionnées dans l'article 99, qui dispose que le droit des usufruits s'éteint premièrement par la mort de l'usufruitier. Bon, comme vous le savez, la mort peut être une mort réelle, comme il peut être une mort présumée. Bon, s'il y a une mort réelle, si la personne est décédée, donc après l'enterrement et après après que vous ayez, ou bien la partie intéressée obtienne ce droit, ce certificat de décès, il faut produire ce certificat de décès au conservateur pour le radier. Comme je venais d'expliquer plusieurs fois, il y a une différence entre extinction de droit des écrouis et radiation de droit des écrouis du titre. C'est vrai que le droit est éteint, mais pour le radier, il faut produire, s'il s'agit d'un certificat d'un décès réel, il faut produire ce certificat de décès devant le conservateur, au conservateur pour qu'il puisse radier le droit des écrouis. Ça sera une inscription en marge, comme je vais l'expliquer plusieurs fois peut-être, lorsqu'on faisait les cours, soit de droit réel, de droit notariel, il y a des inscriptions chronologiques, comme il y a des inscriptions qui sont en marge. Par exemple, lorsqu'il y a une hypothèque inscrite, il y a la radiation de l'hypothèque, c'est technique, mais vous pouvez le comprendre. Une fois que, Inch'Allah, vous passez sur le concours de la conservation foncière, ou bien du concours du service d'enregistrement, j'espère que vous allez avoir votre licence, que vous ayez votre licence cette année, et que vous allez travailler, Inch'Allah, dans des bonnes conditions. Bon, pour le droit des usufruits, c'est par la mort de l'usufruitier, c'est-à-dire une mort réelle, soit une mort présumée. Bon, la mort présumée, c'est-à-dire, on lisait, on a travaillé un peu sur le droit successoral, on disait que les personnes qui s'écombent dans un événement, dans des circonstances rendant leur mort probable, les ayants de cause, ils ont intérêt à intenter une action, pour essayer d'avoir un jugement déclaratif de décès. Un jugement déclaratif de décès. Contre qui vous allez vous demander contre qui ce jugement va être. Dans une action, comme vous le savez, il y a un demandeur et il y a un défendeur. Mais ici, on n'a pas un défendeur. On a un demandeur, ce sont des ayants de cause qui demandent, si vous voulez, l'extinction de droit des usufruits, qui demandent le jugement déclaratif de décès. Bon. Une fois qu'il a intenté l'action, il intente l'action contre qui de droit. Contre qui de droit. Il mène là le haq. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne contre qui on va intenter une action tendant à déclaration. Ce sont des actions déclaratives d'un droit. Ce sont des actions déclaratives d'un droit. On déclare, on essaie d'avoir un jugement déclaratif de décès. Bon, bien sûr, il y a le ministère public qui est en cause. Si vous prenez l'article, je pense, 8, oui, c'est l'article 8, bien 9, article 9. Vous prenez l'article 9 du Code de procédure civile, doit être communiqué au ministère public les causes suivantes. Parmi les causes, il y en a plusieurs causes. Il y en a celles concernant l'ordre public de l'État. Il y a tout à fait des paragraphes. Et vous prenez
concernant et intéressant, quatrième paragraphe, celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes. Absence. La personne disparue. Il faut faire une distinction, comme je viens d'expliquer l'autre fois. Il faut faire une distinction entre une personne absente et une personne disparue. Je peux être absent des cours, par exemple. Je ne me présente pas au cours, mais ça ne veut pas dire que je suis disparu. Disparu, il a un autre sens. Bon, dans ce cas-là, si la personne, par exemple, est disparue pour des circonstances rendant sa mort probable, dans ce cas-là, les ayants cause peuvent intenter, si vous voulez, cette action, pour essayer d'avoir ce jugement déclaratif de décès. Donc la communication de cette affaire au ministère public, il est obligatoire. Comme vous savez, je pense que vous avez eu l'occasion d'utiliser ça, le ministère public peut être une partie principale, comme il peut être une partie jointe. Si vous lisez l'article 8 du Code de procédure civile, toujours, dans toutes les causes dont la loi ordonne la communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier, ou lorsque le procès lui a été communiqué d'office par le juge, le ministère public agit comme une partie jointe. Il ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours. Donc, ce sont des cas où le ministère public doit intervenir plutôt dans la procédure comme partie principale. Comme partie principale. Donc, une fois que le jugement est rendu par le tribunal compétent, c'est-à-dire la personne qui a intérêt peut demander au conservateur, après que le jugement soit définitif, après que si jamais le ministère public a le droit d'interjeter appel. Il faut même que le jugement ait été rendu, c'est pas fréquent, mais il a le droit quand même d'interjeter appel. Donc, il faut avoir un jugement, passer en force de juger, il faut produire au conservateur un jugement déclaratif de décès assorti d'un certificat de non-appel. Et dans ce cas-là, il a le droit de radier le droit des effets. Donc, gardons toujours dans l'esprit, comme vous le savez, pour faire un peu le rapprochement avec le droit successoral, il y a la mort réelle et la mort présumée. Dans le premier cas, il faut produire un certificat de décès. Dans le deuxième cas, il faut produire un jugement déclaratif de décès assorti d'un certificat de non-appel, c'est-à-dire un jugement ou de non-opposition à un jugement, si vous voulez, passer en force de chose jugée. Trois fois, on m'a posé, il y a des idiots qui m'ont posé plutôt des questions sur les actions. Je veux comprendre quelle est la différence entre une action réelle et une action personnelle et une action mixte. Parfois même, on parle d'une action mixte, comme vous le savez. La classification s'inspire de la nature du droit exercé. Si l'action tend à éteindre, à modifier ou à constituer un droit réel, c'est une action réelle. C'est une action réelle. C'est-à-dire que l'action réelle, il y a parfois des distinctions. Si vous prenez avec l'action personnelle, si vous prenez que là, par exemple, l'article 387 du Code des obligations du contrat, vous allez vous en apercevoir que 300, si je ne me trompe pas, au travail, Ramadan, 387. Et voilà, 387 exactement. Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par 15 ans. Sauf les exceptions, et après, et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers. Donc c'est une action naissant d'une obligation. Il faut comprendre que ça devient une action naissant d'une obligation. Par exemple, je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Je signe avec vous un compromis de vente. Donc, le compromis de vente, en tant que tel, n'est pas inscrit à la conservation foncière, il faut absolument le parachèvement de l'acte définitif. Si jamais le vendeur ne veut pas
parachever l'acte définitif avec l'acquéreur, ce dernier a le droit d'intenter une action pour le contraindre devant la juridiction compétente, pour le contraindre à signer ou bien à parachever l'acte définitif. Donc, c'est une action réelle qui tend à quoi? À constituer un droit réel. Mais c'est une action en même temps naissant d'une obligation. C'est-à-dire, cette action naissant d'une obligation, c'est un par l'expiration d'un délai de 15 ans. Il y a une différence entre la prescription pour intenter une action, parce que c'est une action qui naît d'une obligation, et l'action qui tend à inscrire un droit réel. Deux choses qui sont tout à fait différentes. Par exemple, j'ai un acte, un contrat définitif, mais il me manque parfois une pièce pour que le conservateur puisse inscrire cet acte sur le titre foncier. Si j'entends une action pour demander l'inscription dans mon acte, la prescription ne joue pas en mon égard, parce que c'est une action qui tend à inscrire un droit réel. Mais ça serait autrement si j'entends une action tendant à faire constituer, ou bien tendant à constituer ce droit réel, exemple, comme l'exemple que je viens de vous donner, j'entends une action pour contraindre le vendeur à parachever avec moi l'acte définitif. Ben, dans ce cas-là, l'article 387, si vous voulez, peut me freiner si j'entends l'action après le délai de 15 ans. Ben, mon action sera irrecevable parce qu'il y a une prescription de 15 ans. J'espère que vous avez compris. Sachant parfois que l'inscription, c'est une exception, sachant parfois que l'inscription n'est que déclarative d'un droit. Je m'explique. N'est que déclarative d'un droit. Par exemple, une personne, si j'ai vendu ma propriété à telle personne, comme vous le savez d'après l'article 65, 66, etc. de la loi 1407, cet acte n'a pas d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription sur le titre foncier. Mais parfois même, si je n'arrive pas à inscrire mon acte d'hérédité ou mon acte de l'autorité, l'acte de l'autorité, comme vous le savez, c'est un acte établi entre les étrangers. L'acte d'hérédité, on parle d'acte héritant, les actes établis entre les Marocains. Si je n'arrive pas à l'inscrire sur le titre foncier, j'ai la qualité pour intenter toute action. Bien sûr, afférente à la propriété, afférente au titre. Voilà. Donc, j'arrive pas à l'inscrire pour une raison ou une autre. On peut citer des exemples. Par exemple, dans le cas où il y a une saisie, non, la saisie conservatoire n'empêche pas, il faut que vous le compreniez, la saisie conservatoire n'empêche pas l'inscription de l'acte d'hérédité. Par contre, il empêche l'inscription d'un acte de vente. Par exemple, le bien, il a été confisqué, par exemple, ou bien il a été récupéré par l'État, je suis à l'étranger, mon bien il a été récupéré par l'État. Si j'entends une action, il faut prouver ma qualité. Bon, la qualité, je suis l'héritier, par exemple. Donc je ne peux pas le prouver par le certificat de propriété, parce que le certificat de propriété mentionne très bien que le bien appartient à l'État, domaine privé, c'est-à-dire que le bien a été récupéré par l'État. Pour faire tomber, si vous voulez, cet arrêté ministériel de récupération des biens, je peux intenter une action sans produire un certificat de propriété mentionnant mon nom. Hein? Je peux pas parce que je ne peux pas. L'État, il est propriétaire. Je ne peux pas inscrire mon acte de l'autorité tant que l'État, domaine privé, est inscrit sur la propriété. C'est pour cette raison que l'action, c'est une action réelle. Parfois, il y a des actions qui sont mixtes, qui tendent, si vous voulez, à reconnaître un droit et dans le cas échéant, de restituer la somme d'argent. Je vous donnerai un exemple encore pour mieux comprendre une action mixte. Une action mixte.
Une action mixte, une action mixte, lorsqu'il y a deux demandes dans une demande. Par exemple, je dépose une requête en demandant, par exemple, premièrement, principalement, la conclusion du contrat, ou bien le parachèvement du contrat définitif dans le cas du compromis de vente. Le cas échéant, si le tribunal juge bien, estime ou bien voit que les conditions ne sont pas réunies pour le parachèvement de l'acte définitif, pour diverses raisons, il se peut que le vendeur ait vendu à un autre. Donc, sur ma demande, je peux même formuler deux demandes. C'est-à-dire, premièrement, le parachèvement de l'acte définitif. Et deuxièmement, la restitution de la somme d'argent et la résiliation du contrat. Donc, voilà, on a deux demandes dans une requête. Une qui tend à reconnaître, bien faire, à constituer un droit réel, et l'autre qui tend à résilier le contrat. Donc, c'est une action et la restitution de la somme d'argent, c'est une action qui tend, soit, comme je vous l'ai expliqué, à faire inscrire un acte sur le titre de droit d'un droit réel, et subsidiairement, qui tend à restituer si les choses, ou bien si les conditions ne sont pas réunies, s'il y a un autre motif, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Bon, le droit des usufruits s'éteint par la mort, comme il y a le droit, il y a des auteurs qui parlent d'un droit réel en puissance. Un droit réel en puissance. Il y a un droit personnel et un droit réel en puissance. Par exemple, un droit réel en puissance, il y a des auteurs qui disent que c'est pas un droit réel, un compromis de vente signé entre les deux parties. Ce compromis de vente en tant que tel ne peut pas être inscrit sur le titre foncier, mais il va engendrer un droit réel. Donc on parle déjà d'un droit réel en puissance. C'est un droit personnel qui va se transformer en droit réel. En principe, il n'existe pas de droit mixte. Le droit est réel ou personnel. Mais parfois, comme je vous l'ai expliqué, certains auteurs parlent d'un droit réel en puissance. Par contre, il y a l'action mixte. On peut parler d'action mixte existe, celle dans laquelle sont jointes, comme je vous l'ai expliqué, deux demandes. L'une est réelle, l'autre est personnelle. Bon, les actions, il y a des actions immobilières. Je ne sais pas ce que vous avez l'occasion de voir avec votre prof de procédure civile, ces actions. Il y a les actions possessoires et les actions pétitoires. Les actions possessoires, on a eu l'occasion de citer, si je ne me trompe pas, l'article 166 dans les précédents cours, et on a expliqué si vous voulez, la dépossession d'un bien d'autrui. Et c'est l'article 166 du Code de procédure civile qui est... Il faut savoir encore une chose, que le juge ne peut pas cumuler le possessoire et le pétitoire. Il ne peut pas cumuler, on ne peut pas juger des possessoires et en même temps statuer sur le fond et de la possession. Non. Soit qu'il juge, le juge de fond, soit qu'il statue sur le pétitoire ou bien sur le possessoire. Mais il ne peut pas cumuler les deux actions. Il y a beaucoup de formes des actions possessoires. Il y a ce qu'on appelle la complainte. Il y a la complainte. Il y a la dénonciation des nouvelles œuvres, par exemple. La complainte, c'est une action donnée à tout possesseur d'un immeuble dont la possession est troublée par autrui. La complainte, c'est pas un trouble. Si votre possession a été troublée, vous, en tant que exécutif, vous pouvez demander, si vous voulez, la cessation de ce trouble. Pas une action qu'on appelle une action de complainte. Là, ce sont des actions qu'on les enseigne généralement dans le code des procédures civiles. Mais comme un peu le droit s'enchaîne, j'essaye le maximum de faire de rapprochement avec le code des droits réels, avec le code de procédure civile, etc. Comme il y a la dénonciation des nouvelles œuvres, waqf al-a'mal al-jadida. C'est-à-dire en cas
d'un trouble non actuel, mais éventuel. Donc je peux, c'est-à-dire demander au juge, par exemple, de référer, d'arrêter les travaux. Ce n'est pas un préjudice actuel. Mais ça pourra être, si la personne, si mon voisin, par exemple, il a construit un 4e ou un 5e étage. Donc pour arrêter ça, parce que si les constructions sont achevées, ils vont causer un préjudice à l'usufruitier. C'est pour cette raison que le législateur donne la possibilité à tout détenteur d'un droit réel, pas uniquement au droit des usufruitiers, à tout détenteur d'un droit réel, d'agir de la même manière que le propriétaire, parce qu'il a des droits et des obligations qui sont réelles. Et c'est là qu'il fait la différence entre l'action réelle, plutôt le droit réel et le droit personnel. Bon, le droit des usufruits s'éteint par la mort de l'usufruitier. L'autre fois, on a beaucoup parlé sur la mort, on a parlé sur la durée c'est-à-dire sur quel usufruitier s'agit-il. Est-ce que le premier usufruitier ou le deuxième, sachant très bien que le droit des usufruits, c'est un droit qui est transmissible par voie de disposition. Je peux, par exemple, vendre mon droit d'usufruit à telle personne. Donc, on peut tomber sur 2 causes d'usufruit, et même 3, et même 4. C'est-à-dire, le usufruitier primitif a vendu au second. Si l'usufruitier primitif est décédé, parce que le texte n'est pas clair, il dit par la mort de l'usufruitier, mais de quel usufruitier? Le premier ou le deuxième? C'est très difficile. Il y en a quelques-uns qui disent oui, mais l'article il est clair. Il dit que le droit des usufruits cesse par la mort de l'usufruitier. C'est-à-dire que ce soit le premier ou le deuxième, comme on lit beaucoup, même dans des ouvrages en arabe et en français, bimot le muntafé. Mais de quel muntafé? De quel usufruitier on parle? Du premier et du deuxième, de quel usufruitier? Moi j'étais toujours, je me suis aligné toujours pour ceux qui disent qu'il faut respecter la durée des usufruits. C'est-à-dire, le A usufruitier a vendu à B, deuxième usufruitier. Si le premier usufruitier est décédé, on ne peut pas léser le deuxième usufruitier. Il faut attendre la durée. Si le droit des usufruits, il est accordé pour un temps déterminé. Bon. J'ai trouvé dans l'article, ça ce qui consolide, si vous voulez, ma position, j'ai trouvé dans l'article 67 des Daïr de 2 juin 1915, c'est-à-dire avant l'apparition du Code des droits réels, il y a eu le Daïr de 2 juin 1915 qui réglemente, si vous voulez bien, qui régit les immeubles immatriculés et qui régit, si vous voulez, les droits réels. Écoutez ce que dispose l'article 67 des Daïr de 2 juin 1915. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou leur donner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de logis qui en est grevé, que sous la charge de payer actuellement, écoutez très bien, de payer actuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause, ou à ses ayants cause, de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Si l'usufruit s'éteint par la mort des usufruitiers, quand certains le disent, beaucoup des ouvrages, beaucoup des auteurs qui disent que le droit des usufruits s'éteint nécessairement par. Pourquoi le législateur dans l'article 67, bien sûr que le Code des droits réels s'inspire largement du Daïr de juin 1915, c'est presque une copie. Pourquoi le législateur impose au propriétaire de payer annuellement, je répète, ça c'est le texte qui le dit, c'est pas moi, de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause, les héritiers, les légataires, ou à ses ayants cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Cesser par quoi? Bien sûr, il cesse par l'expiration de délai. Donc, je pense que c'est clair pour moi. Bon, c'est un avis. Bon,
c'est une opinion, mais mon opinion, il est consolidé par cet article 67. Parce qu'il n'y a aucune raison que le législateur impose aux propriétaires de payer une somme d'argent, soit à l'usufruitier lui-même, soit à ses héritiers. Donc, la mort de l'usufruitier, il y a encore des cas par le deuxième cas, par l'expiration des délais lequel a été accordé. Ça, c'est clair. Vous savez que le droit des usufruits s'étend par un délai, par le temps. Il faut respecter le temps. Bien sûr, personne ne peut, ou bien personne, les deux contractants, c'est-à-dire le nu propriétaire et les usufruitiers, peuvent à tout moment résilier le contrat des usufruits, parce que tout ce que toute la volonté peut faire, il peut la défaire. On peut résilier le contrat et on revient, c'est-à-dire au point de départ. Ça sent très bien que là, on ne peut pas restituer les sommes payées ou bien l'argent payé à l'administration fiscale, sauf s'il y a une résiliation judiciaire. Dans le cas où il y a une résiliation judiciaire du contrat, je le répète, les deux parties peuvent demander à l'administration fiscale de restituer ce que l'administration a perçu, comme droit d'enregistrement, comme taxe sur les profits immobiliers, etc. Bon, le délai auquel il a été accordé. Voilà, et s'il a été accordé pour 10 ans, le droit des usufruits s'étend pour 10 ans. Dans tous les cas, le droit des usufruits ne peut pas dépasser, comme vous le savez, dépasser 40 ans. Et même pour les personnes morales, on sait très bien que la personne morale peut être constituée pour le délai plus que 40 ans, plus que 90 ans. Donc si le droit des usufruits s'éteint, si le délai est arrivé, le droit des usufruits s'éteint. Si le délai n'est pas, encore il y a un autre point, si le délai n'est pas fixé par le contractant, bon, le droit des usufruits ne peut pas dépasser les 40 ans. Encore, la radiation de ce droit, une fois que le délai est expiré, n'est pas automatique. C'est-à-dire le conservateur ne le fait pas automatiquement. Il faut de faire une demande et demander au conservateur de radier le droit des usufruits par l'expiration d'un délai de 40 ans, par l'expiration de la durée. Par l'expiration de la durée. Donc il faut démontrer, il faut faire une demande au conservateur pour lui demander de radier le droit des usufruits étant donné que la durée est expirée. Dans ce cas, le conservateur, c'est-à-dire a le droit de radier le droit des usufruits. Un autre cas d'extinction du droit des usufruits, c'est par la détérioration de l'immeuble. Si l'immeuble est détérioré. Il peut être détérioré pour cause de force majeure ou bien par cas fortuit. Dans les deux cas, il faut absolument demander, le droit des usufruits s'éteint. Bon. Il y a parfois que si le droit des usufruits, d'après les textes, si le droit des usufruits porte sur les constructions, sur le sol et les constructions. Si les constructions sont détériorées, les usufruitiers peuvent continuer à jouir des sols. Il n'a pas le droit de se retourner contre le propriétaire pour demander ces grosses réparations, pour demander la reconstruction de ce qui a été démoli. Non. Parce que l'obligation et les droits sont des droits et des obligations réelles. S'ils portent, je dis bien, s'ils portent sur les constructions et le sol, le conservateur, plutôt les usufruitiers, continuent à jouir des sols. Mais s'ils ne portent que sur les constructions
Et le droit des usufruits, on a assisté, si vous voulez, à une détérioration de l'immeuble. Les usufruitiers n'ont pas le droit de continuer à jouir des sols. On n'a pas le droit de continuer à jouir des sols du moment que les constructions ont été démolies. Donc il faut faire une différence. Un droit des usufruitiers qui porte sur le sol et un autre qui porte sur le sol et les constructions. Donc là, c'est par la détérioration, du bien, ou bien du droit des usufruits. La détérioration, on peut, si vous voulez, ça pourra être une détérioration matérielle, comme dans le cas qu'on veut les dommages, comme ça pourra être une détérioration légale. On peut, si vous voulez, faire sortir, si vous voulez, le cas où les usufruits s'étendent par l'expropriation, pour l'expropriation pour l'utilité publique. Expropriation pour l'utilité publique. Dans l'expropriation pour l'utilité publique, peut-être qu'on a eu l'occasion de discuter de cette expropriation lorsqu'on parlait du droit, soit successoral, soit du droit notariel. Avant de procéder à l'expropriation, il y a une enquête publique. Pourquoi? Pour connaître le propriétaire et les détenteurs des droits réels qui grèvent cette propriété, qui grèvent la propriété qui fera l'objet de l'expropriation. C'est pour cette raison qu'on trouve toujours le directeur des domaines qui envoie une demande au conservateur pour lui demander, avant de procéder à cette enquête publique, de connaître le bien d'abord est-ce qu'il est immatriculé, ou bien en cours d'immatriculation, ou bien non immatriculé, ce n'est pas le problème de la conservation, c'est un autre volet de. Si le bien est immatriculé, ou bien en voie en cours d'immatriculation, il demande au conservateur de lui délivrer un certificat de propriété pour connaître exactement le propriétaire et pour connaître les détenteurs de droits. Parce que seuls, je le répète très bien, seuls les titulaires ou les détenteurs de ce droit, des droits réels inscrits sur le titre foncier, qui vont être, si vous voulez, indemnisés. L'indemnité, elle est calculée sur, bien sûr, après que le jugement, là c'est une occasion pour encore parler des actions, de l'expropriation. Il y a une action translative de propriété. Mais avant cette action translative de propriété, il y a une action de prise de possession. C'est une action que l'administration demande au juge de préférer la prise de possession. Après, bien sûr, le juge de référé ne peut ordonner la prise de possession qu'après que l'administration expropriante a déposé l'argent si la personne qui a vu sa propriété expropriée n'a pas accepté un arrangement amiable, ou bien n'a pas accepté de toucher l'argent proposé par l'administration, le juge de référé n'a pas le droit de prononcer la prise de possession tant que l'argent n'a pas été déposé à la caisse du tribunal. À la caisse du tribunal. Malheureusement, on n'a pas on va prendre beaucoup de temps pour lire les articles, mais vous pouvez revenir, se référer aux articles de compte sur l'expropriation d'utilité publique pour mieux comprendre cette prise de possession. Et les usufruitiers, il est indemnisé sur la base de quoi? Sur la base du circulaire numéro 74 qui nous détermine les traces en tableau déterminant la valeur de l'usufruitier par rapport à la valeur de la nue propriété. Plus qu'on avance dans l'âge, plus que le droit d'usufruit ne vaut pas grand-chose. Pourquoi ne vaut pas grand-chose? Parce que, à Maroumi dit, les usufruitiers peuvent être décédés. Donc, si les usufruitiers décèdent, le droit des usufruits s'éteint. Donc, je n'ai pas avec moi sur la main, si vous voulez, le tableau, mais vous pouvez le consulter soit dans la circulaire numéro 714, soit plutôt dans l'article 131, dans l'article 131 du code d'enregistrement, soit pour
les copies que j'ai données à vos camarades en arabe sur le droit des fruits. Vous pouvez vous aussi le consulter. Il y a un tableau qui fixe le taux d'indemnité, c'est-à-dire qu'il faut donner 1 à les fruitiers. Plus qu'on avance dans l'âge, par exemple, si vous avez 18 ans, votre droit des fruits il est de 7 par exemple sur 10, la valeur et l'année de propriété n'est que 3 sur 10, mais plus que vous avancez dans l'âge, le droit des fruits le taux des fruits commence à diminuer, c'est-à-dire et le taux la valeur de l'année de propriété est élevée. C'est normal, parce que les fruitiers qui est plus âgé, il est, comme je viens de dire, la présomption de décès, il est plus qu'un fruitier ou bien la possibilité de décès, il est beaucoup plus, la probabilité de décès est beaucoup plus que celui à l'usufruit qui n'a que 18 ans ou 19 ans. Donc, il ne faut pas perdre de vue quand on parle. Et là, la prise de position, pour un peu pousser la recherche un peu, la prise de position. Avec cette prise de position, avec ce jugement de référé de prise de position, l'administration compétente peut demander une présentation. C'est une autre sorte de présentation. J'espère que vous avez eu l'occasion avec votre prof de code foncier de parler de tout ça. C'est une autre sorte de présentation qui est inscrite par le domaine privé, par la direction ou bien par l'administration compétente. Donc, il y a une détérioration matérielle, il y a une détérioration légale, bien juridique, par le fait de l'expropriation. Comme par exemple, on peut parler d'un gel de biens, on peut parler d'une confiscation. Mais cette confiscation, ce gel de biens, ce gel de biens ne peut pas porter atteinte à l'usufruitier. S'il est orienté, bien s'il a été décidé contre l'unipropriétaire, on ne peut pas, si vous voulez, geler le droit des usufruitiers. Comme on ne peut pas confisquer le droit des usufruits. Par exemple, un unipropriété que je vois sont bien confisqués pour les raisons autres, par exemple, un trafiquant de drogue, je ne sais pas, il y a beaucoup un blanchiment d'argent, blanchisseur d'argent, beaucoup des cas où le tribunal peut ordonner la confiscation. La confiscation qui est dans ce cas-là une peine accessoire. Et comme vous le savez, la confiscation, ça peut être une mesure de sûreté, ça vous le verrez avec votre prof de droit pénal, une mesure de sûreté, comme ça peut être une action accessoire. Cette action accessoire, si on confisque le bien, le droit des usufruits n'est pas atteint, il est toujours inscrit, il est toujours vivant, entre parenthèses, pour les usufruitiers. Donc on ne peut pas parler. Donc, on ne peut pas parler de l'extinction du droit des usufruits. On peut parler simplement du droit des usufruits. L'extinction du droit des usufruits dans ce cas, lorsque le droit des usufruits, ou bien lorsque le bien il a été exproprié. Une expropriation pour utilité publique. Encore là, il y a un autre point que j'aimerais bien le soulever, c'est dans le cas où il y a une voie de fait. Parce que vous savez, il y a l'expropriation, il y a le droit donne à l'administration compétente ce qu'on appelle de construire sur un bien, et après, il va procéder à l'expropriation, ce qu'on appelle la voie de fait. Les usufruitiers ont le droit d'intenter une action pour demander des dommages et intérêts sur la base d'un certificat de propriété délivré par monsieur le conservateur. Parce que c'est un droit réel, c'est un détenteur d'un droit réel et peut défendre ses droits par la demande, si vous voulez, par le dépôt des requêtes introductives d'instance auprès du tribunal administratif pour demander des dommages et intérêts. Parce qu'il a les droits et obligations de droit des usufruits. Reste un autre point qu'on va le discuter, c'est la renonciation. La renonciation de droit des usufruits. Quand on parle de la renonciation, en arabe,
il est bien écrit bit tanazuli anhu sarahatan, mais la renonciation, qu'est-ce qu'on entend par la renonciation? Est-ce que c'est une renonciation matérielle? Je ne peux plus, ou les charges sont plus coûteuses pour moi, je quitte le bien et je le laisse au propriétaire, ou bien on parle d'une renonciation légale, c'est-à-dire je me déplace chez un notaire et je demande à ce que je convoque l'autre partie à ce qu'on signe un contrat ou bien un acte où je renonce à mon droit d'usufruit. Il faut savoir, il ne faut pas perdre de vue, il faut savoir qu'il y a une renonciation de fait. Je quitte le bien, je laisse le bien, j'en ai plus envie d'exploiter ce bien. C'est ça qu'on appelle une renonciation matérielle. Une renonciation légale, donc je renonce au bien. Je renonce au bien, soit unilatéralement, soit avec le concours du propriétaire. Sachant très bien que cette renonciation ne peut pas porter atteinte aux intérêts des créanciers. Les créanciers, à tout moment, peuvent intervenir pour essayer d'arrêter cette renonciation parce qu'une fois qu'elle a été prononcée, une fois qu'elle a été inscrite sur le titre foncier, le patrimoine des intéressés, le patrimoine des créanciers, il est, si vous voulez, il est amoindri. Donc, si je renonce par un contrat unilatéralement, ça veut dire que le conservateur a le droit, bien sûr, de radier ce droit d'usufruit. Si jamais les créanciers sont uniquement des créanciers qui ont affaire, qui ne sont pas des créanciers privilégiés. Parce que si les créanciers ont inscrit leur hypothèque sur le titre foncier, ou bien sur le titre foncier bis, comme on veut l'expliquer, qu'il peut demander les usufruits, il peut demander un titre foncier, le conservateur n'a pas le droit. S'il y a par exemple une renonciation, cette renonciation n'a pas d'effet à l'égard des créanciers, bien sûr les créanciers qui sont inscrits sur le titre. Si le créancier n'est pas inscrit sur le titre, ça va être très difficile parce que ce n'est qu'un créancier qui ont affaire et non pas un créancier privilégié. Je pense qu'on a eu l'occasion d'étudier les créanciers qui ont affaire et les créanciers privilégiés lorsqu'on a parlé des successions et de l'ouverture de la succession. Reste un dernier point, on va clôturer avec le droit d'usufruit, c'est la consolidation. La consolidation, bien la réunion du droit d'usufruit et de l'unipropriété par une seule personne. Exemple, et le cas fréquent, c'est la succession. Je peux être un usufruitier, mon père m'a donné le droit d'usufruit. Une fois que mon père est décédé, j'hérite mon père. Donc il y a une consolidation du patrimoine. Il n'y a plus un usufruitier, il n'y a plus un propriétaire. Donc la consolidation sur la même tête. Donc je ne peux pas être usufruitier à un propriétaire en même temps. Le droit d'usufruit s'éteint par la consolidation sur la même tête du droit d'usufruit. Et c'est fréquemment la succession, comme ça peut être par exemple par une vente. Je suis un usufruitier. J'arrive à trouver un terrain d'entente avec le nu propriétaire qui me vend la nue propriété. Donc, je serai usufruitier d'une part, et en même temps, j'achète la nue propriété, donc il y a une consolidation sur la même tête. Il n'y a plus raison de faire une différence entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Je pense qu'on a fait durant ces 5 séances, on a essayé bien sûr de soulever beaucoup de points qui concernent le droit d'usufruit. Et à travers le droit d'usufruit, on a essayé de faire un rapprochement avec d'autres disciplines de droit, à savoir le code de procédure civile, le code des obligations et contrats, le code d'enregistrement.
J'espère que vous portez encore une autre fois, j'espère que vous portez bien et j'espère que vous vous retrouvez dans une prochaine séance. À bientôt.